Bonjour à tous, je pense que vous nous entendez. On va juste vérifier si quelqu'un peut mettre dans les commentaires, dans la discussion. Parfait, merci Elodie. Je suis Gauthier Jacquinet, vice-président d'Ergon, et au nom de toutes les équipes, des deux équipes Ergon et VetIntech, je suis très heureux de vous accueillir ce soir à cette première conférence off d'Ergon. Des conférences qui sont là pour sortir un peu de notre quotidien, lever la tête du guidon et regarder un peu ce qui peut se profiler au loin. Ce soir, on parle du métaverse, entre fantasme et réalité, et de ses applications. Effectivement, c'est un sujet qui est fantasmé et qui sera probablement une révolution dans les 10 prochaines années. Donc, c'est important d'en avoir conscience et on trouvait ça assez intéressant de se pencher un peu dessus. A priori, vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant puisque nous sommes plus de 200 inscrits ce soir. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Euh, Pendant cette conférence, le but, c'est vraiment d'inspirer, de trouver de la matière à réfléchir sur ce qui va se passer dans les années à venir, d'observer des nouvelles voies, de voir quelles vont être les nouvelles opportunités personnelles pour les entreprises et particulièrement pour nos entreprises vétérinaires, et de se poser les questions de ce qu'on peut en faire de tout ça. C'est une conférence qui est donc coproduite par Ergon et VetIntech. VetIntech, que je remercie chaleureusement pour l'organisation technique et de nous avoir suivis sur cette idée. Je vais laisser Grégory Santaner nous présenter l'association VetIntech. Merci Gauthier, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi d'être présent ici avec un pied dans chaque association à titre perso, j'en reparlerai plus tard. Donc VetIntech, c'est l'association de la e-santé animale. Moi je suis secrétaire. Il y a Annick Valentin-Smith qui est présente également ce soir et qui nous accompagnera pour la partie questions. VetIntech, c'est une association qui produit des documents. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un grand nombre de ressources. Je vous mets ça dans le chat. Vous pourrez jeter un œil et aller voir différentes choses. Allez voir à la fois le site de VetIntech, donc des documents, un prix de thèse, une délégation au CES à Las Vegas. D'ailleurs, il y a pas mal d'inscrits ce soir qui ont fait partie de cette délégation d'une façon ou d'une autre. Et puis un événement qui approche, qui arrive, puisqu'on y est dans 3-4 semaines, c'est Numanima. Ce sont 3 demi-journées, une soirée consacrée à la e-santé animale qui vont se dérouler le 6 et le 7 juillet 2022 à Oniris-Nantes. Là aussi, je vous ai mis dans le chat des infos et vous êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Et voilà pour ce que j'avais à dire de VetIntech. Merci Grégory. Quant à Ergon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la communauté de tous les acteurs des entreprises vétérinaires qui se retrouvent plusieurs fois par an sur différents événements pour se questionner, se challenger, innover et s'inspirer pour la gestion de nos entreprises et les faire évoluer et mûrir. On a différents événements au cours de l'année, des Ergon Café qui sont des petites visios d'une heure sur des thématiques d'actualité le temps de midi. Nous avons 2 ateliers de réflexion sur le management, la gestion, qui sont 2 journées de réflexion avec des intervenants spécifiques sur des thèmes décidés à l'avance. Et le prochain événement, qui aura lieu le 13 et 14 octobre prochain à Lyon, c'est le forum annuel d'Ergon, qui est un véritable moment d'échange avec des partages d'expériences aussi bien de personnes issues du milieu vétérinaire que de personnes issues de tout autres horizons pour nous inspirer. Il y a aussi les visites d'entreprise, le prix Michel Meunier, qui est un prix pour une thèse pour soutenir et encourager les jeunes gens, les entrepreneurs de demain. Voilà, beaucoup d'événements, une communauté qui est vraiment basée sur le partage. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux et puis à vous renseigner un peu plus sur le site internet. Et tenez-vous au courant pour le forum les 13 et 14 octobre prochains. Cette soirée n'aurait pas eu lieu sans l'audace de nos 2 partenaires qui ont décidé de nous accompagner ce soir. Donc, je remercie chaleureusement Certivet et MSD pour avoir suivi cette proposition de conférence. Merci, un grand merci à eux. Et cette conférence n'aurait pas non plus eu lieu
sans Charlotte Sandré, qui est notre experte en communication et qui a porté ce projet depuis le début. Donc, un grand merci à elle. La soirée va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, nous allons partir à la découverte du métaverse avec Erwan Devez, que certains d'entre vous ont déjà eu la chance d'entendre au précédent forum Ergon, qui est expert en neurosciences et qui va nous présenter un peu en quoi ça consiste. Ensuite, Grégory Santaner prendra la parole pour faire le lien avec la santé humaine et animale. Et enfin, on prendra le temps d'échanger et de voir vos questions. N'hésitez pas à les poser au cours de la conférence dans l'onglet questions et réponses. Et on reviendra là-dessus à la fin. On ne perd pas plus de temps et je laisse la parole à Erwan. Merci beaucoup Gauthier, bonjour à tous. Alors je vais partager mon écran pour commencer. Hop, 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 on va aller là. Vous allez me dire si vous avez en plein écran. Voilà, vous devez, ça doit être bon. Si simplement vous pouvez, Gauthier, tu peux me dire, me confirmer si tout est OK? Parfait. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être de nouveau parmi vous pour parler d'un sujet qui agite les débats actuellement, le métaverse. Alors, métavers en français, métaverse en anglais. De quoi il s'agit? On va essayer là dans un premier temps. En fait, je vais essayer au travers de quelques slides de résumer là où on en est aujourd'hui. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le métaverse, en fait, il est en pleine évolution et on est au tout début. Donc, il y a des tentations ici et là de survendre un peu le métaverse et puis on peut vite, en fait, osciller entre une espèce d'adoration un peu aveugle et puis de l'autre côté, une espèce de diabolisation. Donc, on va essayer, avec les infos du moment, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Alors, le métaverse, c'est quoi? C'est un méta-univers numérique en 3D qui combine différentes technologies, notamment évidemment la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et si on voulait le traduire finalement ou résumer en une seule phrase l'affaire, on dirait qu'au lieu finalement d'être passif devant notre écran comme nous le sommes depuis plus de 2 décennies maintenant avec la révolution Internet, eh bien la nouvelle étape, c'est de devenir actif dans notre écran et en particulier via notre avatar. Donc c'est un nouveau lieu de vie virtuel. Alors, souvent on me dit: «Ouais, mais virtuel, ça n'existe pas». Non, c'est un lieu de vie virtuel, mais qui est existant et qui ne va pas simplement concerner le gaming ou 2-3 expérimentations de socialisation. À terme, et on parlera de cette notion de terme, hein, parce qu'on est sur plusieurs années de développement évidemment à venir, mais à terme, le métaverse finalement interviendra sur tous les aspects de notre vie professionnelle, notre vie sociale, tout évidemment ce qui est lié à la culture, au loisir et à la formation et à la santé. Un sujet sur lequel on va intervenir et sur lequel Grégory nous expliquera où on en est aujourd'hui. Donc, le métaverse, une nouvelle forme d'interagir avec l'autre au travers d'expériences alors qui sont extrêmement immersives, qui sont inédites, qui sont intenses aussi, puisque on va combiner un certain nombre de technologies. Alors, en particulier, vous l'avez vu, la réalité virtuelle, la réalité augmentée aussi, donc qui est une technologie qui permet de donner un surcroît d'informations finalement dans nos écrans. Et puis, ce qui va être fascinant, et alors là, c'est le gros scientifique qui revient à la charge, on va être équipé de toute une série de capteurs, évidemment, si on choisit de l'être, hein. Mais tous ces capteurs sensoriels, bien évidemment, ils permettront de rehausser l'expérimentation, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que vous savez, pour tromper entre guillemets un cerveau, plus vous allez jouer sur le multisensoriel, donc évidemment, on pense tout de suite à la vue et à l'ouïe, mais pas seulement.
le tactile, l'odorat sont évidemment très importants. Et plus vous jouez comme ça sur les différents sens, les 5 sens en fait, eh bien plus l'expérience sera jugée probante par le cerveau, c'est-à-dire plus vous serez embarqué en fait dans l'aventure. Donc il y a un certain nombre de technologies qui sont à l'heure, qui se développent. Alors là, je vous ai mis, vous voyez sur la 3e petite vignette, vous avez un gant haptique. Donc les technologies haptiques, ce sont les technologies qui utilisent le toucher. Alors il y a des gants, il y a des gilets haptiques, il y a des combinaisons haptiques. Donc, ça veut dire que concrètement, par exemple, vous jouez à un jeu où vous plongez avec les petits poissons ou vous êtes en pleine séance de formation, eh bien, vous aurez le retour tactile et évidemment, inutile de vous dire que ça va changer la donne. Et puis, dernière technologie en développement, les interfaces neuronales, alors dont l'objet en fait est de faire l'économie du tiers, si vous voulez, entre nous et l'écran, c'est-à-dire que la machine ira directement chercher dans votre cerveau l'information. Alors, tout cela peut paraître bien inquiétant, en tout cas bien questionnant, et ça l'est. Et ça l'est. On va voir toutes les questions que ces technologies posent. Et évidemment, toute la question sera de savoir aussi dans quelles mains et à quel dessein, en fait, cette technologie du métaverse est utilisée. Alors, les défis technologiques actuels et à venir, eh bien, le premier, c'est évidemment la recherche de l'hyperréalisme, puisque c'est comme ça qu'on trompera, encore une fois. Alors, quand je dis tromper, c'est peut-être un peu connoté, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on emmènera le cerveau à plein dans cette expérience utilisateur. Vous vous souvenez, avant, il y a quelques années, quand vous aviez dans la préhistoire du métaverse, il y avait 2-3 petites choses qui avaient été faites ici et là, mais la pixelisation était tellement grossière que finalement, le cerveau, on ne la lui faisait pas. C'est gentil, vos petits jeux pour enfants de 6 ans, mais ça ne va pas m'intéresser très longtemps. Là, on n'en est plus là. On va vers l'hyperréalisme. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand on filme en 4K ou en 8K, eh bien, on se rapproche singulièrement de l'œil humain. L'œil humain, c'est 16K. Donc, on se rapproche de cet hyperréalisme. Et donc là, eh bien, c'est une question de mois, d'années, pour que tout cela investisse le champ du grand public. Le deuxième défi, c'est évidemment de pouvoir restituer les états émotionnels. Parce que c'est bien gentil si on a tous des casques sur la tête, mais si on est absolument incapable de pouvoir lire dans les émotions de l'autre, de pouvoir savoir si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, s'il est enthousiaste, s'il ne l'est pas. Donc, la lecture des états émotionnels complexes, ça va être très, très important. Et on voit aujourd'hui, par exemple, que sur certains casques, pas tous, mais sur certains casques, eh bien, on a non seulement des caméras devant, donc vous mettez votre casque, vous voyez devant, mais vous avez aussi des micro-caméras qui vont regarder votre visage, qui vont analyser votre visage pour analyser votre état émotionnel. Et puis, le troisième défi, il est évidemment d'améliorer cette expérience utilisateur. Alors, c'est très simple, hein. Si vous avez des casques de 500 grammes sur la tête, 500 grammes, vous pouvez vous dire, oui, ça va, c'est supportable, certes, mais si vous avez un usage régulier de votre casque, eh bien, l'expérience utilisateur sera plus agréable si on allège. C'est tout le défi technologique actuellement. Alors, vous avez probablement vu, vous avez tous les majors, hein, les GAFAM et puis l'équivalent BATX au niveau des Chinois, donc qui travaillent sur cette expérience utilisateur pour alléger en fait les devices. Donc, l'hyperréalisme, essayer d'embarquer le cerveau dans l'aventure, la lecture des émotions, donc essayer vraiment d'enrichir la qualité et l'intensité des interactions entre
deux personnes, entre deux avatars en l'occurrence, et puis enfin le confort d'utilisation, l'expérience utilisateur. Alors, là, je vais revenir évidemment à mon sujet de prédilection. C'est bien gentil de parler du métaverse, là, c'est bien gentil de parler de ces casques, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire à notre cerveau? Comment notre cerveau va vivre avec cette expérience qui est, encore une fois, totalement inédite? Alors, il y a plusieurs questions qui se posent immédiatement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si on veut vraiment avoir une expérience optimale, il faut travailler à l'activation des cinq sens. On parle ici de retour sensoriel actif, c'est-à-dire que si vos cinq sens, mais au moins je vais parler des trois premiers, enfin pas par ordre d'importance, mais de la vue, de l'ouïe et du tactile, si vous avez une interaction, une activation simultanée déjà de ces trois sens, eh bien là, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai fait sur par exemple, aller plonger avec des petits poissons. C'est vrai que c'est assez bluffant. Et on se sent partir à un moment donné, c'est-à-dire on perd contact avec la réalité, on oublie presque qu'on a un casque sur la tête et on est dedans. Et donc là, vous imaginez évidemment l'intérêt de la chose, hein, parce que bien l'intérêt en termes d'expérience, l'intérêt en termes de pouvoir réaliser des choses que peut-être nous ne pourrions pas faire dans le monde réel. Je vais vous donner un exemple pour les personnes en situation de handicap. Par exemple, je me mets dans cette catégorie. Moi, je ne peux plus faire un certain nombre de choses parce que j'ai un problème à l'oreille interne. Eh bien, ma seule façon aujourd'hui de replonger avec des poissons, c'est par la réalité virtuelle. Donc c'est évidemment, à ce niveau-là, c'est tout à fait intéressant de pouvoir jouer sur ce retour multisensoriel actif. Alors, on va maintenant aborder peut-être des points qui sont un petit peu, qui sont un petit peu peut-être moins consensuels. Vous savez, quand vous avez une expérience utilisateur probante, donc vous avez des petits shoots de dopamine à l'intérieur du cerveau. Ces petits shoots de dopamine vont vous provoquer du plaisir. Malheureusement, nos neurones à dopamine, eh bien, ils se fatiguent assez vite. Via ce qu'on appelle en fait le phénomène d'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra toujours augmenter les doses pour avoir le même niveau de plaisir. Donc, c'est un point qui est important à signaler parce que c'est quand même à la base souvent de phénomènes éventuellement addictifs. Donc, il faut faire attention à cela et surtout, si eh bien, dans le métaverse, on se projette dans un monde sexy, dans un monde qui sera peut-être plus sympathique, plus rassurant que ne pourrait l'être le monde réel. Et c'est particulièrement, évidemment, vous voyez, je peux faire référence après plusieurs années de Covid et quelques mois de guerre à nos portes. Évidemment que c'est un questionnement qui doit être posé et il ne faudrait pas que, et en particulier parmi les plus jeunes, il ne faudrait pas que tout le monde s'engouffre en fait dans ce monde virtuel, dans ce métaverse, pour échapper à une réalité que l'on pourrait trouver un petit peu triste. Deuxième point qui est important, alors là, plus concernant notre santé, il y a un certain nombre, évidemment, de points de vigilance à avoir. Pour ceux qui ont déjà expérimenté de la réalité virtuelle, eh bien, je pense que vous avez tous expérimenté le fait que, au bout de quelques minutes, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez une fatigue cognitive, vous pouvez avoir une diminution de l'attention parce que votre cerveau, en fait, va être sursaturé sur un temps relativement court. Et puis, pour certains, alors là, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, nous ne sommes pas tous égaux. Pour certains, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le cyber sickness, c'est-à-dire, en fait, vous avez le mal des transports numériques, si vous voulez. Donc vous allez avoir, moi, j'ai des proches, par exemple, qui, au bout de quelques minutes, ont beaucoup de mal.
avec des casques de réalité virtuelle, se sentent pas très bien. Alors après, il y a une petite habitude à prendre. Il faut en fait arriver à recoupler un certain nombre de stimuli et notre cerveau peut s'entraîner évidemment à être plus à l'aise, plus habitué à la technologie. Autre trouble, alors qui me semble au moins aussi important, si ce n'est plus, évidemment, la possibilité de créer des dysfonctionnements ou des troubles neuropsychologiques, psychiques. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Vous imaginez que sur le métaverse, vous avez quelqu'un déjà un petit peu fragilisé sur le plan neuropsychologique qui va vivre des expériences de guerre, de gaming un peu limite. Imaginez que ce brave monsieur reste 10 heures par jour avec son casque et qu'à la fin de la journée, il enlève son casque pour aller faire ses courses. S'il a tué pendant 10 heures la Terre entière, évidemment que la limite, la frontière entre le monde virtuel et le monde physique, pour ce format de personnalité-là, pourra potentiellement poser problème. Donc ça, c'est évidemment un point de vigilance à avoir. J'en ai mis sur la slide aussi deux autres. Alors, il y a effectivement des problématiques de sécheresse oculaire qui peuvent arriver. Et puis, il y a des problèmes de dissociation aussi du système visuel, œil droit, œil gauche. Donc, tout ça pour dire que ces technologies qui sont pleines de promesses et qui sont tout à fait intéressantes, elles ne sont pas exemptes, évidemment, de problèmes qui vont quand même, il faut essayer d'être le plus juste possible, qui vont se régler quand même pour la plupart avec le temps et avec l'évolution des technologies. Alors, au niveau, cette fois-ci, de l'éthique et de la réglementation. Là, j'ai essayé de synthétiser en fait sur la slide 4 enjeux qui me paraissent très importants. Alors, d'abord, la libre concurrence. Alors, on devrait parler, au lieu de parler du métaverse, on devrait parler des métaverses. Et bon, il vous a probablement pas échappé que Meta, donc anciennement Facebook, Mark Zuckerberg, se positionne sur le métaverse de façon très agressive. Il joue gros. Meta joue gros sur le métaverse. Ils ont expliqué il y a quelques jours, quelques semaines, qu'ils s'attendaient à des investissements et des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars par an sur au moins les 5 ans qui viennent. Donc, vous imaginez, on arrive en cumulé sur 5 ans, on sera à plus de 100 milliards d'investissements et de pertes. Donc, vous imaginez le risque pris par Zuckerberg, par Meta, sur une technologie qui, encore une fois, même si on peut raisonnablement se dire qu'il y a un potentiel énorme, personne n'est aujourd'hui en position de vous dire que ça remplacera, ce sera l'Internet de demain et ça remplacera la révolution, ce sera la nouvelle révolution après avoir la révolution Internet il y a une petite trentaine d'années. Donc, la libre concurrence, c'est un enjeu. Ils vont se battre, ils se battent déjà, hein, mais ils vont se battre pour effectivement essayer d'avoir le lead. Et tout le risque, évidemment, ce sera d'aller vers des abus de position dominante, des positions monopolistiques. Alors, probablement, le législateur devra intervenir et il le fera. Donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, c'est ce qu'on appelle en jargon technique l'interopérabilité. Ça veut dire que si on a plusieurs opérateurs, plusieurs plateformes qui proposent des métaverses, évidemment, nous, en tant qu'utilisateurs, il ne faudra pas aller recréer pour chaque plateforme l'ensemble de nos données, notre avatar, etc., repayer ce qu'on a déjà payé une fois. Donc, il faudra que tout ça, bien, on soit interopérable, c'est-à-dire qu'on puisse circuler librement d'une plateforme à une autre. C'est vous imaginez bien derrière qu'il y a beaucoup d'argent, évidemment, derrière tout ça. Et donc, garantir l'interopérabilité, ça va faire l'objet, et ça fait déjà
évidemment l'objet de beaucoup de discussions serrées entre les majors. Le troisième point, évidemment, la protection des données. Déjà, au jour d'aujourd'hui, Internet, évidemment, est une mine de données. Nous laissons des centaines de milliers de données chaque année sur Internet. Vous imaginez quand nous serons avec cette nouvelle technologie, ce sera évidemment exponentiel. Et donc, l'utilisation de ces données eh bien, sera vraiment un enjeu démocratique, parce que si ces données tombent dans des mains qui ne sont pas forcément très amicales, eh bien, évidemment, le risque sera très important. Et puis, le dernier point qui pour moi est très important, c'est peut-être le point le plus important. Et on voit déjà, sur les premières expériences de métaverse, on voit déjà des problématiques très importantes. Vous avez vu, par exemple, qu'il y a eu déjà des dépôts de plaintes pour harcèlement sexuel sur le métaverse. Les expériences aujourd'hui sur les métaverses, on ne peut pas dire que l'être humain brille parfois par, en tout cas, son comportement et son respect des autres. C'est un vrai sujet, évidemment. On le voit sur les réseaux classiques, hein, regardez comment les gens se comportent sur Twitter ou sur d'autres plateformes. Évidemment que sur le métaverse, ce sera puissance 10. La question fondamentale, alors là, évidemment, ça n'engage que moi, mais la question fondamentale, c'est de savoir si on lève l'anonymat ou pas. Moi, je plaide pour que sur tous ces mondes, en fait, que le monde réel comme le monde virtuel, on puisse lever l'anonymat, on puisse finalement être poursuivi exactement les mêmes choses, que l'on soit sur le monde réel ou le monde virtuel, on devrait pouvoir être poursuivi de la même façon. Je pense que si demain on levait l'anonymat sur les réseaux, déjà on réglerait un certain nombre de problèmes, ou on limiterait en tout cas cette espèce de déversement continu. Donc là, pour cette levée de l'anonymat, évidemment, on en est loin au jour d'aujourd'hui. Et encore une fois, derrière tout ça, vous avez tous les enjeux économiques. Il ne vous a pas échappé que notre ami Elon Musk a racheté, enfin est en train de racheter, parce que c'est un épisode, un feuilleton à plusieurs épisodes, est en train de racheter Twitter. La première chose qu'il a dite quand il a racheté Twitter, c'est qu'en bon libertarien qu'il est, il voulait assurer la liberté totale d'expression. Vous imaginez le désastre. Donc là, il y a des vraies questions, évidemment, qui se posent. Au passage, je fais juste un petit aparté, mais le MUM Elon Musk, qui travaille au travers de sa filiale Neuralink sur un certain nombre de technologies et d'interfaces neuronales. Donc, les interfaces neuronales, elles peuvent être utilisées à bon escient, notamment pour les paraplégiques, les tétraplégiques. Commande à distance, c'est extraordinaire, mais les interfaces neuronales pour aller créer autre chose, ou alors pour greffer des implants mémoriels pour booster nos capacités humaines, là, on est dans du transhumanisme, on est dans quelque chose de totalement différent. Et Dieu sait s'il faut surveiller tout ça de près. Un dernier mot sur le coût écologique, parce qu'il est réel. Alors, ce coût écologique, en fait, il va concerner différents sujets. Alors, évidemment, le premier, c'est les devices, c'est les équipements. 3/4 de l'impact environnemental provient des équipements. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, les ventes de casques de réalité virtuelle restent marginales à l'échelle de la planète. Et si on compare la vente des casques de réalité virtuelle avec la vente des smartphones, on est vraiment très, très, très marginal. Si en revanche, demain, il y a une croissance exponentielle, comme certains veulent bien le penser,
de la vente de ces équipements. Vous savez que certains d'entre vous ont peut-être l'Oculus, donc le casque de Meta, là, qui à 350 € est un casque d'excellente facture, déjà, au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il est sur le marché. Bien, c'est clair que la production et la vente de ces équipements, de ce hardware, de ces casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée, évidemment, va consommer des matériaux rares. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est le réseau 5G, puisque pour utiliser ces nouvelles technologies, évidemment que le réseau 5G est absolument indispensable. Ça a un coût, c'est un coût énergétique. Est-ce que nous sommes prêts à assumer ce coût? C'est une question. Et puis évidemment, quand on parle de ce coût écologique, c'est extrêmement compliqué parce que vous pourrez me dire légitimement, par exemple, oui, moi je trouve ça délirant, vu l'état de la planète, on est en train de faire n'importe quoi. Mais je pourrais vous rétorquer, bien sûr, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Faire une réunion en métaverse avec 30 personnes à travers le monde ou affréter des avions et emmener toutes ces personnes sur un lieu déterminé avec toute la pollution que ça induit. Donc là, c'est un vrai questionnement. Vous savez que de plus en plus d'entreprises commencent à se poser des questions sur l'utilisation de l'avion dans le cadre professionnel, dans le cadre des voyages d'affaires. C'est évident qu'avec le développement de la technologie métaverse et son perfectionnement, on sera tenté de limiter nos déplacements et faut être aussi tout à fait, évidemment, il ne faut pas être naïf. Ce sera aussi une façon pour les entreprises de réaliser des réductions de coûts. Ce sera bien moins onéreux de faire des réunions en métaverse que, encore une fois, d'amener chacun aux quatre coins de la planète à longueur d'année. L'Ultra HD, également, évidemment, très consommateur. Pour vous donner juste un exemple qui est quand même très parlant, quand vous êtes en technologie 8K, ça veut dire que vous êtes en 7680 par 4320 pixels. C'est 33 fois plus que ce que nous appelions, parce qu'on a l'impression maintenant c'est la préhistoire, la haute définition. Donc, cette qualité d'image qui vraiment est inégalée, hein, on est sur du 8K, il y a même des films qui sont en 12K, et je vous disais tout à l'heure, l'œil humain, c'est du 16K, donc on y est. Cette qualité d'image, inégalée, évidemment, elle est très fortement consommatrice d'énergie et de ressources. Donc là, encore une fois, des questions. Et puis le dernier point, alors le sujet qui fait aussi beaucoup parler actuellement, les cryptos. Les cryptos qui font partie de la galaxie, un peu évidemment métaverse, et qui consomment beaucoup d'énergie, mais au travers du minage. Mais là, alors, il y a des évolutions technologiques qui sont à l'œuvre actuellement déjà depuis quelques mois pour réduire cette empreinte. En fait, l'Ethereum, par exemple, qui est la deuxième crypto après le Bitcoin, a en fait un très faible coût écologique parce qu'ils ont changé en fait leur protocole. Donc, via une évolution technologique, en fait, ils ont baissé de façon substantielle leur niveau de consommation électrique. Donc voilà, le coût écologique, il est là, il va être amené évidemment à évoluer avec l'évolution des technologies, mais c'est là un vrai questionnement. Alors pour conclure, je crois qu'il y a, moi souvent quand on m'interroge ou quand je débat sur ces questions, le premier réflexe, c'est que je comprends très bien, c'est me dire « Ah non, mais moi je ne veux pas ce monde, je préfère le monde réel ». Mais en fait, je crois que c'est peut-être pas tout à fait prendre l'affaire par le bon bout, parce que, bon, évidemment qu'il y aura
une minorité qui aura envie de ne plus bouger de chez elle et de ne vivre que dans le monde virtuel. Mais pour l'extrême majorité des gens, ce ne sera pas le cas. On voudra essayer de combiner, on voudra essayer de voir en fait ce que le monde virtuel peut nous apporter, et on va le voir tout de suite avec Grégory au travers d'applications très concrètes dans le domaine de la santé. Donc, ce ne sera pas le monde réel contre le monde virtuel, mais ce sera le monde réel avec le monde virtuel en complément. Et ça, c'est vraiment en fait, c'est vraiment clé parce que derrière tout ça, c'est notre rapport à la technologie. C'est-à-dire que si on développe une technologie qui nous asservit et que nous ne maîtrisons plus, eh bien là, effectivement, c'est le monde dystopique qu'on nous promet dans la science-fiction. Si en revanche, on veille à toujours encadrer la technologie pour la mettre au service de l'humanité, eh bien là, encore une fois, on est sur autre chose. Donc, cette vision, moi, je crois profondément que cette révolution, en fait, il faut la co-construire, et que nous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, eh bien, on a notre mot à dire aussi. On n'est pas obligé d'acheter tout ce que nous dira Zuckerberg d'acheter. On peut aussi avoir un regard critique sur l'ensemble de ces technologies, et on peut essayer, on doit, je pense, essayer de les utiliser pour ce qu'elles ont de formidables, et elles ont vraiment des choses absolument étonnantes, absolument extraordinaires, mais tout en exerçant notre regard critique, tout en conservant évidemment notre rapport au réel. Donc, on joue les synergies, on opte pour un usage raisonné. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire du métaverse 4 heures par jour, parce que là, notre cerveau, il va bugger assez rapidement. Donc, on opte pour un usage raisonné. Et in fine, en conclusion, je vais reprendre la dernière phrase. Certains d'entre vous ont probablement vu ce film Ready Player One, qui est justement de Spielberg, qui est justement un avant-goût avancé du métavers. C'est la dernière phrase du film, c'est de dire « Reality is not the only thing that's real ». La réalité est la seule chose qui est vraie. Et malgré tout l'intérêt et vraiment l'enthousiasme que je peux avoir sur certaines technologies du métaverse, je crois qu'il est tout à fait sain pour notre humanité, notre cerveau en particulier, de bien avoir à l'esprit que rien ne remplace jamais, jamais le réel dans notre rapport à l'autre. Voilà. Je vais repasser, je vais arrêter mon partage d'écran et repasser. Alors, je ne sais pas si à ce stade déjà, s'il y a un certain nombre de questions, ou alors si tu enchaînes, Grégory. On va peut-être garder les questions pour après, mais il y en a effectivement quelques-unes, mais je pense qu'on pourra faire la partie questions comme c'était prévu à la fin. Donc, en tout cas, merci, c'était super. Moi, j'avais déjà forcément un peu découvert avec la préparation, mais c'était super, même en ayant déjà eu un avant-goût. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je fais juste un petit truc. Je teste, on va voir si au niveau son, ça marche. Donc, déjà, je voulais vous accueillir, moi, plutôt comme ça. Et puis, je sais pas si on entend un peu la musique, mais je voulais me faire une entrée à la Daft Punk. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce genre de casque est une bonne chose, et j'en reparlerai un petit peu plus tard. Je vais partager ma présentation et puis essayer effectivement d'être aussi passionnant que tu as pu l'être. Donc aujourd'hui, métavers entre fantasme et réalité. Donc Erwan vous a présenté beaucoup de choses conceptuelles un petit peu. Je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas forcément si simple, parce que en recherchant, j'ai trouvé des exemples, hein, vous allez voir, mais on voit qu'on est probablement au début de quelque chose. Voilà. Mais au moins, ça donnera des pistes. Juste pour repréciser rapidement, je suis ravi d'être ici parce que je suis à la fois vétintechien et ergonien, ou ergonien et vétintechien. Je vous passe rapidement les choses. Il y a pas mal de gens qui sont là qui me connaissent, et donc je passe là-dessus. Vous verrez éventuellement en replay.
Je vais parler d'abord de métavers et de santé humaine, parce que comme souvent, la santé humaine est un peu plus avancée que nous, quoi, on va dire, hein. Ils ont un petit peu d'avance pour différentes raisons dont on pourrait reparler. De métavers et de santé animale, parce qu'il y a déjà des cas d'usage. Parler également de ce que pourrait être le métavers et la santé demain. Donc là, on va essayer déjà de s'imaginer et peut-être même réfléchir un peu comme tu l'as fait, Erwan, voilà, des points d'attention, des choses auxquelles il faudrait prendre garde pour que ça se passe le mieux possible. Et puis à la fin, on sera un petit kiff prospective pour aller au-delà de demain et probablement avec des choses qui pourraient ne pas exister, mais qui ont déjà des premiers points et juste pour vous montrer jusqu'où ça pourrait aller. Donc, sur la santé humaine aujourd'hui, déjà, ce que je voulais rappeler, tu en as un peu parlé parce que tu as parlé de Ready Player One et il se trouve que j'en parle aussi à la fin. Vous avez peut-être tous déjà été dans des métavers d'une façon ou d'une autre. Je voulais parler de Habitat, qui est le premier jeu en 85 déjà, donc même les plus âgés d'entre vous qui sont présents pourraient se dire, ou les plus jeunes pourraient se dire, voilà, on a été, on n'a pas été, qui était le premier genre de jeu où il y avait ça. Également le deuxième monde qui avait été créé par Canal+ Studio à l'époque, pour ceux qui connaissent. Je me souviens y avoir été dans celui-là. Et puis Second Life, qui a été peut-être le plus connu. Là aussi, je me souviens avoir volé dans des espaces divers et variés. Je vois Erwan que tu hoches la tête, donc toi aussi probablement. Et au final, ces univers virtuels, au départ, c'était plus pour jouer. Il n'y avait pas grand monde qui imaginait. Alors, il se passait quand même des choses sérieuses, hein. Dans Second Life, on pouvait acheter un terrain, on pouvait faire des transactions. Donc, voilà. Mais on en restait là. Et au final, le métaverse en santé humaine, ça a aussi commencé à travers le jeu d'une certaine façon, parce que peut-être certains d'entre vous, pour les plus chevronnés et intéressés par la chirurgie, ont joué à ce genre de jeu type chirurgie simulator, où on voit les images, hein, c'était pas extraordinaire, mais on pouvait se prendre de manière virtuelle pour un chirurgien, pour un médecin. On pouvait réaliser des gestes, alors qui étaient des gestes qui étaient faits avec une souris, hein, pas avec des gestes des mains, mais voilà, on pouvait mimer. On était dans ce genre d'univers qui existait déjà il y a plus de 10 ans, hein. On était sous forme d'avatar, malgré tout. Ce qui pouvait être frustrant, c'est le côté plat, hein, voilà, la 2D, on ne va pas. Et puis le manque d'immersivité, c'est-à-dire que dès que le regard se perd en dehors de l'écran, fatalement, on sait qu'on est dans son salon et qu'on n'est pas en train de faire une chirurgie dans un bloc opératoire. Mais voilà, le jeu à chaque fois, et vous verrez que pour le monde de la santé animale, c'est pareil, le jeu est toujours intéressant à étudier parce que souvent, il génère des tendances qui viendront plus tard dans d'autres domaines un peu plus sérieux, on va dire. La santé humaine et le métavers, il faut savoir aussi que ça peut paraître lointain. Et même moi, j'ai été surpris de… Voilà, j'ai fait Google, santé humaine, métavers, enfin santé, métavers ou health, métaverse. Et j'ai découvert que pas plus tard qu'en début d'année, il y avait eu une déclaration de l'Organisation mondiale de la santé qui disait, voilà, on s'intéresse au métavers, on veut être vigilant par rapport à ce que ça pourrait créer, par rapport à la santé. On a même encore plus tôt que ça, et là, pareil, surprise que la Haute Autorité de Santé française soit en pointe sur des sujets il y a 10 ans, avec ce rapport que vous voyez, hein, sur voilà, un peu une étude de ces simulateurs de soins, de ce genre de choses. Et puis, plus récemment, alors on y reviendra sur la fin et tu en as un petit peu parlé aussi, hein, le côté un peu… voilà, il faut y être pour y être plutôt que pour y faire quelque chose, hein, on va dire. Voilà, on voit que AXA, Nassura, par exemple, annonce en grande pompe, on est présent dans le métavers, on peut accueillir nos clients dans le métavers. On parlera tout à l'heure de recrutement, on peut recruter dans le métavers. Donc, il y en a certains qui font ça de manière probablement pertinente et sincère. Il y en a d'autres, bon, voilà, c'est juste pour faire un communiqué de presse disant on est présent dans le métavers et c'est super, on est les premiers assureurs. Voilà, il y a beaucoup de… En ce moment, vous verrez beaucoup de plantés de drapeaux, en fait. C'est-à-dire, planter de drapeaux, c'est moi le premier. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être qu'après cette conf, il y en a qui vont avoir envie de planter des drapeaux. J'attends de voir les 6 prochains mois ce qui va se passer en santé animale. Je pense que ça pourrait arriver. La santé humaine et le métavers, et ça sera un peu pareil en santé animale, le cœur du sujet, c'est vraiment la formation, pour l'instant, en fait. Voilà, et ça paraît logique, parce qu'on imagine bien que le pouvoir s'immerger dans des environnements virtuels,
Je vous ai mis ici quelques images et on verra des vidéos après de certaines choses. C'est assez intéressant. Donc, ça peut être des formations chirurgicales, beaucoup en réalité virtuelle. Intérêt de ce genre de formation, c'est la possibilité de répéter le geste sans avoir de cadavres à préparer ou de choses comme ça. C'est le fait de pouvoir protocoliser, le fait de pouvoir se mettre dans des schémas de traitement. Et il se trouve qu'il y a des études qui ont vraiment démontré la différence qu'il pouvait y avoir entre des poules de résidents en chirurgie appliquant ce genre d'entraînement en réalité virtuelle et ceux ne le faisant pas, avec en général un gain d'apprentissage sur la vitesse d'apprentissage, sur la vitesse tout court et sur la pertinence en fait de suivi. C'est-à-dire que, grosso modo, le fait de pouvoir répéter à la demande quand on veut, chez soi, en mettant un simple casque, comme ce genre de choses, on peut tout à fait faire ça avec ça. On arrive à avoir des résultats intéressants. On a également des concepts de métavers qui sont cette fois au-delà d'une salle de chirurgie, mais carrément un hôpital virtuel. Il y a une boîte française d'ailleurs qui, à mon avis, a du potentiel pour devenir une licorne qui s'appelle Simango, qui crée des simulations d'apprentissage hospitalier de toutes sortes. Alors, ça peut être de la chirurgie, mais ça peut être aussi comment assurer une bonne hygiène des locaux avec beaucoup ils appellent ça des salles des erreurs en fait. C'est une salle où on rentre, on a des tâches à faire et en gros, il faut faire les choses dans le bon ordre pour qu'au niveau hygiène, on sait bien que les maladies nosocomiales sont une problématique importante en milieu hospitalier. Donc, ils ont quand même un premier hôpital virtuel où il y a différentes salles comme ça, où ils ont eu plus de 100 000 apprenants qui sont passés par les portes de cet hôpital virtuel. Il y a également un autre point, là, c'est la notion d'amélioration de l'observance pour les patients, dans le sens où là, ce sont des soignants qu'on plonge dans des métavers, mais on pourrait tout à fait plonger les patients dans le métavers. C'est-à-dire que moi, je pourrais, avec ce casque-là, imaginons que je sois atteint d'une pathologie, que j'ai besoin d'être suivi régulièrement, au lieu de me déplacer, ça peut être parfois compliqué de se déplacer, je chausserais ce casque et j'aurais peut-être rendez-vous avec mon médecin dans un environnement où on pourrait m'apprendre des choses, tester des choses, faire des tests oculaires. Tu parlais de ces caméras, effectivement, à l'intérieur des casques qui sont intéressantes parce qu'elles permettent de dépister des choses. Ça peut être aussi de faire des gestes, puisque je vous montre ici, il y a des caméras extérieures partout. Donc, en fait, je pourrais montrer mes mains, je pourrais voir des choses tout en étant sans avoir à se déplacer dans un hôpital. Voilà le premier type de métavers qu'on pourrait avoir. On a des soins en fait qui sont effectués via des métavers. Alors, métavers ou univers virtuel, on pourrait avoir des débats sémantiques et je ne regarde pas les questions, mais il y en aura peut-être à la fin sur ça. Ce qui est intéressant, c'est le traitement de certains troubles psychologiques. Et en fait, je lisais un article aujourd'hui même dans Le Monde sur ça, on en reparlera peut-être à la fin, c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le métavers peut soigner des troubles et le métavers peut créer des troubles, comme tu l'as bien expliqué. Donc, c'est intéressant. Pour ce qui est de la peur du vide, par exemple, je vous ai mis la référence d'un article du Lancet qui montre bien que le HIQ score, qui est l'échelle qu'on voit de 16 à 56, c'est en fait une échelle de scoring de à quel point on évalue la hauteur. En gros, parce que les gens qui ont peur du vide, c'est parfois parce qu'ils ont une surestimation énorme de la hauteur. Ils ont l'impression d'être très, très haut, alors qu'en fait, je ne dis pas qu'ils sont sur un tabouret et qu'ils hurlent de peur, mais parfois, il peut y avoir des choses comme ça. Et on voit qu'avec l'usage de casques de réalité virtuelle, on a, quand on fait des tests avec plusieurs cohortes, on a une baisse très, très nette de la sensibilité. C'est vraiment un outil de désensibilisation qui marche plutôt bien pour certaines choses. Donc, pour la peur du vide, mais aussi sur des peurs spécifiques. On va dire l'arachnophobie, ça marche très bien. Alors, pourquoi ça marche bien? Pour en avoir discuté avec des gens qui l'utilisaient, parce que on peut être confronté à sa peur de manière modérée, contrôlée, c'est-à-dire qu'on sait que ça peut s'arrêter à tout moment. On peut voir l'araignée de loin et puis décider de s'en approcher ou pas. Ça marche aussi pour la peur de l'avion, spéciale dédicace à quelqu'un d'Ergon qui se reconnaîtra. Donc, pourquoi pas essayer. Et puis, ça marche également sur le traitement des douleurs fantômes. Et je voulais vous parler de cette photo qu'il y a ici en bas, qui peut paraître un peu curieuse et qui n'est pas très numérique, mais ça a été peut-être une des premières fois où j'ai compris que ça pouvait soigner en allant à Vivatech, qui est un salon des nouvelles technologies. C'était en 2018, je pense.
Et je vois un stand où quelqu'un présentait un casque de réalité virtuelle qui permettait de lutter contre les douleurs fantômes. Et cette personne m'explique que jusqu'à présent, les personnes qui avaient malheureusement été amputées d'un membre, en particulier les jambes, eh bien, pour travailler la reconnexion et le soin du cerveau, ils mettaient un miroir en face de la jambe encore présente et ils bougeaient cette jambe. Et pour le cerveau, le simple fait de voir une jambe homologue bouger, alors qu'elle n'existe pas, c'est juste le miroir, eh bien, ça apportait des effets positifs qui permettaient de reconnecter certaines choses qui avaient été déconnectées lors de l'amputation et que ça marchait bien. Et du coup, fort de cette expérience en miroir, la personne était partie sur une idée de casque de réalité virtuelle. On mettait un capteur sur sa jambe valide, on la bougeait et ça faisait bouger une autre jambe en réalité virtuelle. Et on obtenait des résultats assez intéressants. Donc voilà, je vais vous partager ça parce que je pense que c'est la première fois où en voyant ça, je me suis dit, ah, mais c'est quand même pas con, quoi, en fait. Donc voilà pour des soins possibles en santé humaine avec des concepts de métavers ou d'environnement virtuel. Alors, quand on a fait la prépa, j'ai dit on y va sur les jumeaux numériques, on n'y va pas, allons-y quand même. S'il y a des questions, on verra après. Le jumeau numérique, c'est la réplique numérique d'un processus, d'un système, d'un lieu, d'un objet ou d'un être vivant. D'ailleurs, ça pourrait, en tout cas d'une partie d'un être vivant, la complexité de l'être vivant ne serait pas si simple que ça. Et donc, ça veut dire que ces jumeaux numériques vont moi j'appelle ça des métavers intérieurs, entre guillemets. C'est comme si vous avez déjà vu ces films de super-héros où le super-héros se rétrécit, là, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, et puis il rentre à l'intérieur du corps, il se balade dans les globules, il va voir comment marchent les organes. Et donc, en santé humaine, il existe ce concept de jumeaux numériques qui se développe de plus en plus, qui peut exister de manière macro, entre guillemets. On voit ici l'Académie nationale de chirurgie qui, en début d'année, a fait un événement entier sur les jumeaux numériques. Donc, avec le fait, en fait, de reconstituer en 3D un corps, un organe, avant une opération, et de pouvoir entre guillemets, s'y trimballer, s'y balader, soit extérieurement, soit intérieurement. Annick, tu te souviens, au Texas, on avait vu ces organes-là qu'on manipulait avec des trucs qu'on pouvait découper comme on voulait. Donc, voilà. Donc, il y a cette idée de jumeau numérique et le jumeau numérique vient du fait que ça sera un scan d'un individu qui doit être opéré peut-être 2-3 jours après. Et le fait de pouvoir se balader au sein de cet individu va pouvoir aider le chirurgien à prévoir son planning chirurgical et à être plus efficace. Vous avez également d'autres solutions qui sont des jumeaux numériques pharmacologiques, on va dire, comme ExactCure, c'est une solution qui travaille ça, qui est poussée par Dassault Systèmes et qui, l'idée, c'est de dire, OK, on va donner un traitement à une personne et on aimerait bien peut-être prédire comment cette personne va réagir au traitement. Eh bien, en fait, en entrant tout un tas d'infos qu'on peut avoir sur la personne, eh bien, on peut simuler, faire une sorte de simulation pharmacologique de comment la personne va réagir au traitement. Voilà, je voulais juste au moins poser là ce concept de jumeaux numériques. Je n'ai pas connaissance qu'il existe ce type de concept en santé animale, encore qu'on voit avec le développement de l'imagerie, scanner, etc., qu'on s'en approche peut-être ou qu'on en fait sans le savoir peut-être d'ailleurs. On a peut-être des digital twins animaux qui existent déjà à certains endroits. Donc voilà pour métavers et soins en santé humaine. Je vais passer à la santé animale pour essayer de donner quelques exemples concrets. Là encore, le jeu, toujours en premier. Oula, il manque un S à ébauche, c'est très vilain. Donc le jeu, peut-être certaines d'entre vous ont joué à ces jeux-là, Léa Passion vétérinaire, ma clinique vétérinaire, avec des simulations, voilà, un animal blessé. Alors, bien entendu, avec les mêmes limites de ce dont j'ai parlé pour la santé humaine, voilà, écran 2D, mais bon, quand on voulait être vétérinaire plus tard, quand on serait grand, faire recoudre un chien, même en virtuel, c'était déjà super. Donc, on a le jeu au départ et après, on a des choses qui existent concrètement. Et donc là, je veux saluer l'initiative de l'école vétérinaire d'Alfort, alors qui est le leader du projet, mais en fait, toutes les écoles se sont associées dans ce projet, qui est un projet de visite virtuelle en élevage porcin, donc quelque part un métavers porcin, si on peut dire. Voilà, les étudiants mettaient ce casque et se baladaient dans un environnement où ils allaient pouvoir
faire des choix, rencontrer un éleveur. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont dans les filières d'élevage, vous imaginez bien l'intérêt de ce genre d'outils, des enjeux de biosécurité. On ne va pas trimballer des classes entières d'étudiants dans plein d'élevages divers et variés avec les contraintes qu'il peut y avoir. La possibilité pour les étudiants de pouvoir, faire l'expérience autant de fois qu'ils veulent. Voilà, alors que quand on faisait des visites d'élevage, moi je me souviens à mon époque, c'était ici et maintenant, et après c'était des souvenirs. En plus, on n'avait même pas de smartphone, donc on ne prenait pas de photos, donc voilà, on en gardait un souvenir. Et voilà, c'est la possibilité aussi de multiplier les scénarios éventuellement. Alors là, ils ont commencé par un premier scénario, mais à l'avenir, pourquoi pas en faire plusieurs. Donc ça veut dire même pour pouvoir visiter plein d'élevages différents. Et c'est la possibilité, ils en parlent dans la vidéo aussi, de collaborer autour de ça. Hein. Vous voyez, ah bah tiens, tu as vu ça, moi j'ai vu ça, de pouvoir aussi faire éventuellement, je ne sais pas s'il y avait ça dans cette version-là, mais du reporting comportemental de ce que chaque personne aura fait. Peut-être qu'il y en a un ou une qui aura commencé à visiter par la porte droite, l'autre par la porte gauche. Pourquoi, en fait? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Donc, vous voyez ce genre d'initiative qui est déjà concrète et vraiment intéressante. Une autre initiative ici, et vous avez sur votre écran un grand chirurgien en train d'opérer, qui est moi-même. Donc, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'étais une buse en chirurgie, que j'étais plutôt un interniste quand j'étais praticien. Et en l'occurrence, le seul ligament croisé de ma vie que j'ai pu opérer, c'est en réalité virtuelle. Je m'en suis pas trop mal sorti, même si j'ai fait tomber des trucs par terre et que ce n'était pas si terrible que ça. Mais vous voyez cette vidéo-là qui est produite par Orthomed, alors Infinity, il y a OSOVR qui est impliqué dedans. Et pour le coup, j'ai discuté de ça avec les fournisseurs de cette solution. Et clairement, pendant le Covid, ils ont poussé ces solutions-là. Il y a des chirurgiens qui se sont formés en mixte. Hein, c'est-à-dire, en gros, avec ce genre, ils ont envoyé les casques à tout le monde et les ont fait travailler là-dessus en attendant de pouvoir retravailler en vrai. Donc, ça montre là des exemples concrets. Alors, on va être honnête et franc, ça apprend très bien à protocoliser, c'est-à-dire qu'on sait dans quel ordre on fait sa chire, on sait quel instrument on prend. Donc, ça, c'est super. La sensation est très frustrante parce que, on t'a parlé d'haptique et on va en reparler après, on tient des pistolets à gâchette. Hein, quoi. Donc, ça veut dire que quand je tiens la perceuse, c'est juste parce que j'ai pressé sur la gâchette et pas parce que j'ai tenu une perceuse. Mais pour autant, c'est un premier pas qui est assez intéressant et qui est utilisé concrètement. Quoi. Un troisième exemple, et là, je veux saluer la vision d'un des partenaires qui est encore présent ce soir à MSD Santé Animale. Et coucou à David, je crois que tu es là. Et donc, en 2019, donc, vous voyez, le métavers, en fait, il existe depuis un certain temps, même en santé animale. Eh bien, j'avais eu la chance de collaborer avec MSD Santé Animale à une initiative de création de la clinique de demain, en mode métavers un peu, hein, puisque c'était une visite virtuelle où on pouvait entrer dans cette clinique, être accueilli, échanger avec des interlocuteurs, voilà. Et vous allez voir, alors, vous voyez en fenêtre découpée, c'était aux universités d'études de Castres, et j'avais chaussé mon casque. Et alors, la hantise que j'avais eue, c'était que quand je l'enlevais, tout le monde soit parti, en fait. Parce qu'en fait, on rentre vraiment, c'est ce que tu disais, Erwan, hein, c'est-à-dire que quand on est rentré, une fois qu'on est bien immergé, là, c'était pas mal immersif, on peut vraiment monter. Donc, on pouvait se balader dans les salles de consulte, on pouvait se balader, voilà, voir différents instruments qui étaient. L'idée, c'était la clinique de 2030, hein, en fait. Voilà, donc on poussait assez loin. Une salle d'hospitalisation, voilà. Donc, il y avait différentes choses comme ça. Voilà, je ne sais pas si c'est encore accessible, mais on avait fait à un moment une soirée où il y avait plein de gens qui avaient mis des casques et qui s'étaient baladés dans cette clinique virtuelle. Et c'était assez intéressant de voir. Ils avaient été assez bluffés par le côté immersif, justement. Donc ça peut être aussi des modalités d'apprentissage, hein, un peu comme pour l'élevage porcin, qui pourraient être intéressants à creuser. Le métavers et la formation en santé animale, ce que je voulais dire, c'est que ça permet de multiplier les expériences. Là, on me voit en train de caresser un chat, je crois que c'était au CES en janvier dernier. Et vous allez voir, je caresse et que je vais faire lamentablement tomber par terre. Vous allez voir si vous suivez la vidéo. Donc, ça montre… alors, l'avantage, c'est qu'il ne va pas me mordre, pas me griffer. J'expliquais aussi que j'avais des gants de connexion haptique et puis le casque. Et donc, on avait vraiment cet effet d'immersion dont tu parlais. Alors, c'est pas parfait, hein, on ne va pas se mentir. Si vous testez, vous allez voir. Mais c'est assez intéressant quand même. En formation santé animale, l'intérêt, c'est voilà, qu'on peut, comme je vous en ai parlé pour l'élevage pour ça, on peut multiplier les expériences indépendamment des cas disponibles. Ce chat, je peux le manipuler autant de fois que je veux.
les notions de biosécurité animale et humaine sont intéressantes, bien entendu. Et bon, les limites, voilà, le développement technique pour l'instant, l'investissement aussi. Hein, voilà, je n'ai pas connaissance de combien avait pu coûter le programme développé pour la visite d'élevage porcin. C'est des choses forcément. Et puis les sensations, voilà, qui sont pour l'instant pas complètement au point, mais voilà. Je vous montre ici notre expérience de métavers et pourquoi pas un jour obtenir son diplôme vétérinaire dans le métavers, puisque là, vous avez l'université vétérinaire de Valencia qui a reproduit le campus en entier. Vous voyez, la comparaison des deux vidéos est assez bluffante parce qu'on retrouve exactement les locaux, c'est-à-dire qu'ils ont reconstruit dans le métavers exactement les locaux de l'établissement. Alors, vous voyez les petits personnages qui sont très carrés. Donc là, pour le coup, au niveau émotion, on est un peu limité. Je pense qu'on peut peut-être voir un haussement de sourcils ou ce genre de choses. Mais voilà, donc ça veut dire qu'on peut circuler dans son école dans le métavers, aller dans les différents environnements, dans les salles de classe. Ça a été fait en Espagne. En fait, il y a eu tout un programme universitaire pour ça, hein, pendant le Covid, essayer d'inciter à suivre les cours en reconstruisant les univers. Je pense que c'est dans un environnement type Roblox, vu la tête carrée des individus. Mais voilà, il y a ce genre d'initiative qui peut être intéressante quand on parle de santé animale et de formation en santé animale. Si on pousse un peu plus loin et qu'on va sur les animaux de compagnie, pour l'instant, je dirais qu'il y a des usages essentiellement ludiques. Là, ici, vous avez l'exemple d'un animal de la société Digital Dogs, qui est un bulldog, comme vous voyez, qui est assez réaliste. Hein. Là, la photo est un peu petite, mais vu de très près, voilà, c'est très réaliste. On a également des sociétés comme GetJoyce. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris, on en viendra, j'avance un peu ma potentielle conclusion à la fin, où des fois, il y a du bullshit probablement. et voilà. Donc là, en fait, ça propose apparemment de promener son animal dans le métavers avec un parc spécial pour chiens. Je pense qu'il y a un effet planté de drapeau, comme j'en ai déjà parlé, parce qu'ils ont dit on est les premiers à avoir installé un dog park dans le métavers. Bon, voilà. On a également des initiatives comme Dogami, qui est une initiative qui est plutôt développée en France. Et Dogami, là aussi, c'est la création d'animaux virtuels, de chiens virtuels. Alors là, en général, ça commence à couiner au niveau des vétos quand je commence à parler de ce genre de choses. On dit, what the fuck. On va vers, en fait, ce qu'on appelle le pétaverse, en fait, hein, c'est-à-dire le métavers des pets, donc des pets, des animaux de compagnie. Là où c'est plus à discuter, alors j'avais même essayé de discuter avec les créateurs, j'ai échangé un peu avec eux, mais pas assez pour pousser aussi loin et leur dire mes interrogations. C'est que là, vous avez en bas un chiot berger allemand, en fait, hein, qui est représenté en tant qu'animal virtuel. Alors, on voit que c'est un animal virtuel. Et vous voyez peut-être, si vous regardez, qu'il y a marqué Buy Now, donc acheter, quoi, en fait. Et vous avez à côté un prix qui est en Tezos. En fait, Tezos, c'est une monnaie, c'est une crypto-monnaie. Le cours du Tezos actuel est à peu près à 1,76 €, on va dire 2, hein, pour se simplifier la vie. Et donc, ce sympathique chiot qui n'existe pas vaut du coup 3 000, oui, c'est ça, 3 000, enfin 6 000 €, quoi, à peu près. Donc, voilà, je vois Charlotte qui dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors voilà, donc ça rejoint certaines questions qui étaient posées en amont, hein, mais quel est le lien entre les crypto-monnaies et le métavers? Le lien, c'est que les transactions dans le métavers se font sur la base d'échanges de crypto-monnaies, pour simplifier un peu. On en reparlera peut-être dans les questions après. J'introduis aussi très brièvement là, on en reparlera peut-être là aussi après, la notion de NFT, Non-Fungible Token. C'est un peu le certificat qui certifie que c'est bien un chiot berger allemand produit par Dogami. Vous voyez, c'est même le numéro 2067. Et c'est ça qui va lui donner de la valeur, un peu comme un certificat d'authenticité d'une œuvre d'art, quoi, on va dire. C'est un peu l'idée. Donc, on avait décidé avec Erwan de ne pas trop aller sur ce sujet-là, mais c'était juste pour vous donner des bases et que vous ayez les éléments pour réfléchir. Et on peut voir ça après pour les questions. Métavers et santé demain. Alors, si le pupille à 6 000 € vous a décoiffé, le reste va le faire aussi. Donc, je précise bien, vous avez vu, un tentative de prospective. C'est vous dire à quel point je suis moi-même prudent sur ce que je vais vous dire et le sens que ça peut avoir et la possibilité que ça existe d'une façon ou d'une autre. Le métavers et la santé demain, ça, c'est un peu plus concret, c'est que
fatalement, c'est toujours les limites techniques, hein. Tu nous parlais, Erwan, de 4K, 8K, 16K. Voilà. L'aptique, hein, vous voyez ici des essais de gants, qui est le gant en test de méta, où fatalement, là, on va beaucoup plus sentir. Pour ceux qui ont déjà vu Ready Player One, vous vous souvenez de ces combinaisons qui sont intégrales, ce qui fait qu'on peut sentir quand on nous touche partout. Quand je dis partout, si vous avez vu Ready Player One, c'est bien partout. Donc, et donc voilà, vitesse de calcul, réalisme visuel, le toucher, hein, qui dans le domaine de la médecine, souvent, quand on parle par exemple de télémédecine, on a des gens qui disent on ne peut pas faire de bonne médecine sans toucher. Alors, on peut faire des choses certainement, mais quand on aura du toucher en plus, ça sera probablement intéressant. Le métavers sera probablement aussi en appui de certaines tendances, hein, des tendances éthiques. On voit que de plus en plus, voilà, jamais en premier sur du vivant quand on fait de l'apprentissage, et c'est logique. Donc là, le fait de pouvoir peut-être tester des choses permettra d'utiliser moins de vivants pour apprendre et peut-être plus de vivants au bout d'un moment. Les jumeaux numériques, hein, c'est des choses aussi, je vous en parlais, qui sont utilisées par exemple pour les souris de laboratoire, ce qui permet d'en utiliser peut-être moins, voire plus. Des notions économiques. Tu parlais des voyages, des congrès, des séminaires. Oui, si à un moment c'est plus économique, que ça marche pas trop mal, etc., ça se tient. Voilà, je parlais d'écologie. J'étais encore, moi-même, j'étais à France Vet. Je vais à Vivatech à la fin de la semaine. Ça me travaille ma conscience écologique de voir tous ces assemblages de gens qui viennent de partout pour quelque chose, je ne dis pas qui est futile, mais qui peut-être pourrait être fait autrement. Ça permet aussi peut-être le métavers en santé demain d'améliorer la gestion de ce que j'appelle des ressources, c'est-à-dire d'amener les malades vers le soin. Je vous ai parlé de ce casque qu'on pourrait mettre pour être plongé tout de suite à l'hôpital, ou d'envoyer un médecin auprès d'un malade via aussi un casque, ou des maisons de santé où peut-être on se connecterait, on irait dans la maison de santé, on mettrait le casque et on serait en connexion avec un médecin qui est peut-être très loin. Pourquoi pas aussi le recrutement dans le métavers, hein. J'ai été obligé de parler de recrutement. On est dans le monde veto, c'était pour faire du buzzword, vu qu'on est tous en train de chercher des recrues. Et donc, ma question, et là, j'attends le planter de drapeau dans les mois à venir, qui va être la première entité vétérinaire mondiale à faire un recrutement dans le métavers, en fait, à proposer ça. Ce sera intéressant de voir. Alors, je dis bien qui, parce que je pense que ça va arriver avec certitude, et voilà. Donc, voilà pour quelques pistes sur comment pourrait se développer le métavers et la santé demain. Et après, on passe on va finir avec des petites choses. La notion de virtualisation du vivant, alors qui paraît totalement impossible actuellement, et pour autant, il y a déjà des choses qui existent qui peuvent faire pressentir qu'on pourrait peut-être y aboutir d'une façon ou d'une autre. Alors, je parlerai de deux choses, la virtualisation en amont et la virtualisation en aval. Alors, vous allez comprendre le pourquoi du comment, enfin j'espère. La virtualisation en amont, c'est une sorte de volonté de créer moins de vivants. Donc, si on dit qu'on veut créer moins de vivants, pourquoi pas des alternatives numériques? Pour les animaux, des projets comme Dogami ou Digital Dogs, c'est un peu déjà ça, en fait, hein. C'est-à-dire le projet de dire on va créer des animaux virtuels qui pourraient être détenus dans un premier temps par pur plaisir ludique, pourquoi pas même pour faire enfin, je dirais essayer de gagner de l'argent même, parce qu'il est prévu, bien entendu, que ces animaux se reproduisent, hein. Vous imaginez bien que c'est évident, et que du coup, enfin, le fait de les faire se reproduire soit codifié, créer du Bitcoin, enfin, etc., tout ça. Ça pourrait rejoindre à un horizon plus lointain des problématiques éthiques et écologiques. Je vous invite à lire le rapport Homme-Animal 5 scénarios à l'horizon 2030 du ministère de l'Agriculture, qui était paru en 2016, qui est très intéressant. Alors moi, je vous avoue, la première fois que j'ai lu, j'ai fait « ils sont complètement fous, jamais ça n'arrivera qu'il puisse y avoir la nécessité d'avoir moins d'animaux ». Et bon, 5-6 ans après, hein, puisque 2016, il y a des choses où on se dit c'est peut-être moins possible que prévu. Et alors, je vais encore un cran plus loin avec la possibilité, ça a été produit dans des journaux anglo-saxons pas plus tard que la semaine dernière, que, alors comment dire ça sans être trop choquant, qu'il soit possible de créer des enfants virtuels. Donc, on parle de Tamagotchi Kids chez les anglo-saxons. Alors, pour plusieurs raisons. Pour contenter des gens qui ne souhaiteraient pas en avoir, là encore pour des raisons écologiques. En fait, l'écologie dont tu as parlé, Erwan, est souvent très liée avec la technologie, alors soit parce qu'ils s'aiment, soit parce qu'ils se détestent, on va dire. Et donc, voilà, des gens qui diraient j'ai envie d'avoir des interactions que j'espère satisfaisantes. Alors, on parle de peut-être dans plusieurs dizaines d'années,
Et du coup, voilà, une spécialiste en prospective, en choses comme ça, a publié un article qui a fait un peu de bruit là, c'est la semaine dernière, parlant de cette possibilité qui est ce genre de choses. Alors, ça pourrait être lié aussi à des régulations de population. Donc voilà, je vous pose ça là. J'entends bien que ça peut être choquant et je n'ai pas le chat sous le nez, donc je ne sais pas à quel point ça peut vous heurter. On en parlera lors des questions. Et on peut aller plus loin. Pour finir, quand on a préparé, je peux partager. Charlotte, elle a eu plus de mal avec ça et je peux comprendre. Je vous ai parlé de virtualisation en amont, hein, c'est-à-dire on évite de créer plus de vivants. Et pour finir, je voudrais parler de virtualisation en aval, c'est-à-dire envisager, grâce à des métavers, de rendre éternels les vivants. Et ici, je vous diffuse cette vidéo ici, qui est la vidéo d'une dame coréenne qui malheureusement a sa petite fille qui est disparue. Et en fait, ils ont réussi à la faire re-rencontrer sa petite fille après qu'elle soit décédée. Alors, je sais bien ce que vous allez dire, scandaleux, inéthique, etc. Tout ça. Peut-être, je parlerai en conclusion du fait que c'est juste un outil et qu'on peut voir les choses de différentes façons. Donc, ça veut dire, voilà, pourquoi pas envisager que les vivants puissent être rendus éternels via le métavers. On a collecté leurs données toute leur vie, en tout cas une partie de leur vie, donc on peut les reconstituer de manière relativement réaliste. Hein. On voit que ça génère beaucoup d'émotions chez cette dame. La vidéo longue fait 9 minutes et voilà, vous pouvez aller, vous la trouverez en ligne si vous voulez, ou je vous mettrai les liens. Bon, bien entendu, des problématiques éthiques nombreuses, dont voilà, certaines on n'a pas les outils pour résoudre ce genre de trucs actuellement. Je finis avec 2 choses. Pour découvrir le métavers, vous avez compris, hein, le jeu, l'art aussi, c'est pour moi des outils indispensables pour espérer deviner à quelle sauce on va être mangé plus tard. Donc, le Samouraï virtuel, c'est plus un hommage, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est le premier ouvrage où le métavers est cité en tant que tel, en fait, le mot métavers est cité. Ready Player One, parce que s'il faut voir qu'une seule œuvre pour comprendre vraiment bien le métavers, c'est bien sûr celle-ci. Black Mirror, où certains épisodes, je pense à San Junipero, où en fait, on peut sur commande, non pas commander l'EHPAD où on va être, mais l'univers virtuel éternel où on va être. Her, qui est une autre façon d'envisager les choses, mais que je vous conseille, que je vous conseille en VO pour avoir la voix de ah mince, l'actrice ne me revient plus. Mais enfin bref, voilà, Scarlett Johansson, merci. Et puis, la chose que je vous recommande fortement, et tu l'as dit, Erwan, voilà, si vous avez 350 € à dépenser pour aller voyager dans le futur, achetez-vous un casque. Voilà, donc, c'est évident. En conclusion, le métavers, c'est un outil. Il y a du bullshit de temps en temps, comme par exemple ce magnifique article qui a été répété par toute la presse il y a quelques mois, comme quoi un éleveur turc équipait ses vaches de casques de réalité virtuelle et que ça les faisait produire plus de lait. Aucune trace de science derrière tout ça et juste un bon coup de buzz bien orchestré qui a très bien marché. C'est toujours pareil, hein, la techno, on dit c'est scandaleux, ça me fait peur, etc. C'est que des outils, donc ça dépend de l'usage qu'on en fait. Là, pour reparler de cette dame coréenne qui peut paraître choquante, on en parlait pendant la prépa, hein, soit c'est quelqu'un sans éthique ni rien qui dit pour 25 € par mois, vous aurez la possibilité d'être en contact éternel avec vos proches que vous pleurez. Et ça, bien entendu, je pense que ce ne serait pas éthique. Ou ça pourrait être utilisé dans le cadre d'une psychothérapie assistée avec du personnel médical qui pourrait peut-être permettre de dire au revoir à quelqu'un qu'on a quitté un peu brutalement. Donc, voilà, il n'y a pas de bien ou mal, c'est vraiment l'usage qui compte. L'important, c'est de s'y intéresser. Donc, je suis content d'avoir vu autant de monde ce soir pour ça. Donc, bravo à Charlotte en particulier qui a eu le nez en disant « tiens, si on faisait un truc sur le métavers ». Et s'y intéresser en tant que vétérinaire, je pense qu'il y a pas mal de monde de la santé animale pour influer sur les usages et ne pas laisser la place vide. Et l'actualité m'a tendu la perche hier, puisque hier, Simplon, qui est une école de formation, on va dire, et Meta, ont lancé l'Académie du métavers. En fait, c'est une académie où on va avoir des études qui sont totalement gratuites, donc où il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de base et où on va apprendre à construire du métavers. Et donc, moi, mon rêve, c'est de la même façon qu'il y a 20 ans, je me disais, un jour, il y aura des vétos en grand nombre qui auront un MBA de commerce en plus. Je suis persuadé que dans peut-être 10 ans, on refera des confs et ce n'est pas moi qui parlerai, c'est une jeune consoeur ou un jeune confrère qui dira bah, moi j'ai fait veto et derrière j'ai fait l'école
de Meta. Et voilà le futur hôpital vétérinaire du CHV de je ne sais quelle école qui sera peut-être complètement virtuel. Je vous remercie pour votre attention. Désolé pour la déconnexion et on est dispo pour les questions. Je vais couper mon partage pour qu'on puisse se voir. J'ai déjà, il y a pas mal de questions et elles sont très intéressantes. J'ai une remarque dans la discussion de Nathalie Loriot qui nous dit j'ai du mal à comprendre comment puis-je être soignée en réel si je suis soignée dans le monde virtuel. Est-ce que c'est mon avatar qui est soigné et je ne comprends pas trop le mélange entre le réel et le virtuel pour les soins. Donc, je pense que c'est une réflexion que tout le monde se fait. Elle ne doit pas être la seule à se poser cette question. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Comment peut-on soigner dans le virtuel? Erwan, vas-y si tu veux. Alors, non, peut-être, en fait, la première chose, c'est apprendre à soigner dans le virtuel, hein. On l'a redit, c'est-à-dire que la plus-value du métavers, c'est effectivement de devenir des meilleurs professionnels, des meilleurs chirurgiens, etc., parce que le métaverse nous donne un terrain d'entraînement, en fait, que l'on n'aurait pas. Je reprends l'exemple de Maison Alfort. Vous ne pouvez pas envoyer des dizaines et des dizaines d'élèves étudiants toutes les semaines dans l'élevage de porcins parce que tout simplement, c'est pas possible d'organiser cela. Le métaverse va permettre de l'organiser. Donc, le métaverse nous permet en fait de mieux nous former, d'acquérir un certain nombre de protocoles, voilà, d'être plus à l'aise avec la façon de travailler. Après, le soin, alors, tu as parlé tout à l'heure du traitement des phobies, notamment par le métaverse. Alors, moi, je peux vous dire, je travaille avec des psys depuis quelques années sur la technologie virtuelle au service notamment des phobies. Alors, on travaille par immersion progressive, c'est-à-dire, comme l'a dit Grégory tout à l'heure, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez peur des araignées, vous êtes arachnophobe, eh bien, on va mettre une araignée, mais on va mettre 3 plexis. Et puis, au fur et à mesure où vous allez mettre le casque, eh bien, on enlèvera un plexi, on enlèvera le deuxième et vous vous rapprocherez donc de l'objet de votre peur, donc une immersion progressive. On peut aussi rééduquer le cerveau. Alors là, je vais vous parler de mon expérience parce que je l'ai fait moi à titre personnel. J'ai eu une opération à l'oreille interne qui a profondément déréglé mon sens de l'équilibre. Je me suis reconfiguré neuronalement en m'aidant de la technologie virtuelle. Donc, j'étais en haut sur une grue en train d'essayer de marcher. Alors, j'aime autant vous dire, alors que c'est un peu quand même mon domaine d'activité, la première fois où j'ai mis le casque, je l'ai enlevé au bout de 10 secondes parce que je suis tombé. Pour vous dire à quel point le cerveau peut être quand même très rapidement et facilement trompé. Avant de faire l'expérimentation, je peux vous dire que je me disais, oh, bon, là, ça ira, pas de problème. Et j'ai mis 10 secondes avant de tomber. Donc, on reconfigure en fait son cerveau par rapport donc à l'immersion d'un monde virtuel. Et peut-être un ou deux points qui sont très importants aujourd'hui, c'est que, vous savez, alors, le métaverse est en train de se développer, est en train de progresser. Mais on n'attend pas une version mature avant 5 à 10 ans. Quand Zuckerberg parle de sa version mature, il parle de 5 à 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, évidemment, entre aujourd'hui et 5 ans et 10 ans. Mais il faut faire attention aujourd'hui sur un point qui est qu'il y a une tentation aujourd'hui de survendre le métaverse. Il y a un grand groupe français qui a communiqué Urbi Orbi il y a quelques jours en disant qu'ils avaient fait une opération de recrutement sur le métaverse. Ce n'était pas du métaverse. Très clairement, c'était une visio améliorée. Donc, il faut avoir ça en tête. Et puis, un dernier point, c'est que ça pose plein de questions. Vous avez vu dans nos 2 interventions, on est hyper prudent parce que le pire côtoie le meilleur. Et ça pose des questions auxquelles nous ne sommes pas en capacité de répondre aujourd'hui. Et il faut accepter ça, et le cerveau n'aime pas ça, mais il faut accepter le fait de s'intéresser à une discipline dont on ne maîtrise pas du tout les tenants et les aboutissants et le développement. Ça pose des questions, et il faut accepter. Le dernier exemple et le meilleur exemple, je trouve, cette
pauvre femme qui a perdu sa petite et qui, d'une certaine façon, réinitie une relation avec elle. Alors évidemment, on peut se dire c'est effroyable, comment va-t-elle faire son deuil, c'est abominable. Et puis peut-être que l'expérimentation nous fera changer d'avis parce qu'on se dira peut-être que en termes de thérapie, eh bien, on a dans certains cas avantage à utiliser ces technologies. Donc c'est d'une complexité folle, mais il faut s'y intéresser. Moi, c'est vraiment, je pense qu'on partage ça avec Grégory, c'est-à-dire que on n'est ni complètement dans l'adoration et ni complètement dans la diabolisation. On s'y intéresse et on essaye de décrypter tout ça et d'anticiper un peu à ce monde à venir. Oui, tout à fait. Et pour revenir sur la question de Nathalie, euh, tu dis comment puis-je être soigné en réel si je suis soigné dans le virtuel? Donc, Erwan t'a apporté des éléments. C'est mon avatar qui est soigné pour l'interrogation. Bah, en fait, dans les deux sens, c'est possible. Enfin, pour moi, c'est-à-dire que si tu te plonges dans le virtuel avec, admettons que tu as peur des araignées, bah, tu te plonges dans un environnement virtuel et c'est toi physiquement qui va être amélioré, enfin on espère, si tu fais partie de ceux qui répondent bien au traitement, parce que tu t'es plongé dans un environnement virtuel et que tu avais un avatar. Quand je dis un avatar, c'est-à-dire que toi, tu vas avoir le casque et en fait, tes mains vont apparaître dans l'environnement parce que tu vas peut-être t'approcher de l'araignée, ce genre de choses-là. Et en sens inverse, en fait, on pourrait imaginer à travers les jumeaux numériques, quelque part que on puisse te soigner mieux dans le réel parce qu'on a un toit virtuel. Et si on pousse au bout du bout, là, revenons à nos fameux chiens, là, les Dogami et compagnie. C'est pareil, j'attends le premier planté de drapeau de la première clinique vétérinaire dans le métavers parce que ces chiens, il est déjà prévu qu'ils mangent des croquettes, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est déjà prévu dans le plan. Donc, ils vont forcément être malades. Donc, s'ils sont malades, moi, je veux soigner les premiers chiens dans le métavers. Voilà. Donc, et ça, pour le coup, c'est pas de la prospective, c'est sûr que ça arrivera, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond. L'immortalité, hein, quelque part. Tout à fait. Ben, plusieurs ont cité les remarques et C'est ça que je le dis, suggestions parce que dans ça a le été dit dans les chat discussions, ouais. sont très intéressants. Annie, qu'est-ce qu'il y a d'autres Alors moi, j'ai questions? une question de Karine sur la formation. Elle est en deux temps, cette question. Est-ce qu'on est aujourd'hui suffisamment formé pour comprendre tout ça? Comment se former et comment se faire une idée, comment se former avec discernement, en fait, sur tout ce qui arrive? Alors, on est au tout début, hein. Il faut replacer ça dans le contexte de développement de cette technologie. On est au tout début. Donc il y a effectivement déjà, Grégory l'a bien montré, il y a des initiatives ici et là qui sont tout à fait intéressantes, mais on va se perfectionner. Je reprends l'exemple de Maison Alfort, par exemple, il est intéressant parce que donc on voit ces élèves qui rentrent dans cet élevage bovin. Qui commence à expérimenter, on peut regarder aussi en termes de coopération comment il va évoluer, etc. Mais l'étape d'après, dans un élevage bovin, je pense qu'il y a quand même un ingrédient qui est très important, c'est l'odeur. Ça doit être assez perturbant, j'imagine, pour des élèves qui arrivent pour la première fois dans un élevage bovin. Moi, j'en ai visité sans être vétérinaire. Je peux vous dire que, effectivement, au début, on est un petit peu, voilà, c'est une dimension, en tout cas, du métier qui est très importante. Donc, il faudra aussi que dans le métaverse, on progresse avec ces dimensions sensorielles et notamment en termes d'odorat. Oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait comment dire, voilà, des sens qui manquent. On a parlé de l'haptique, mais l'odorat, c'est effectivement un bon exemple de ce qui peut manquer. Et ça viendra, hein. Oui. Ça viendra. C'est déjà à l'œuvre, hein. Il y a beaucoup de startups qui travaillent sur le tactile, sur l'odorat. Nul doute que ça viendra. Après, est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 5 ans? Ça, on ne le maîtrise pas aujourd'hui. Alors, j'ai une question, après une question de Charles qui est assez précise. À l'instar du dark web, peut-on craindre un dark métavers? Bon. Alors, oui. Enfin, en tout cas, évidemment que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, bien sûr. Et puis, encore une fois, alors le dark metaverse, mais aussi surtout des problèmes comportementaux à l'intérieur du métaverse, hein. Je disais tout à l'heure qu'il y a eu déjà plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel
dans le métavers. Ça peut faire un petit peu rigoler ou on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Mais mettez un casque de réalité virtuelle et allez interagir avec des gens. Eh bien, je peux vous dire qu'effectivement, si à un moment donné, en plus, si vous avez une combinaison haptique, donc vous sentez le toucher, si tout d'un coup on vient vous toucher alors que vous n'avez évidemment rien demandé, c'est une intrusion, c'est une agression. Euh, je pense en particulier à nos ados. Regardez ce qui se passe sur les réseaux et la violence parfois de ce qui se passe sur les réseaux, et notamment pour les jeunes demoiselles, hein, les adolescentes d'eux, c'est d'une très grande violence. Imaginez qu'il y ait la même chose, mais sur le métavers cette fois-ci, donc en étant en 3D actif et pas simplement passif devant l'écran, les risques sont très importants. Facebook a immédiatement dégainé, d'ailleurs en instituant une zone, en fait une distanciation entre les personnages, donc entre les différents avatars. Vous pouvez dire non, non, moi je veux une distanciation de 1 mètre, d'1 mètre 50, etc. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, moi je reviens à l'élément qui me semble absolument central, et c'est un élément de démocratie, c'est la levée de l'anonymat. Je ne comprends pas que ces GAFAM continuent à ne pas vouloir lever l'anonymat. Vous savez quand même que quand il y a une problématique sur un certain nombre de plateformes, comme la plateforme n'est pas hébergée en France, eh bien, ils refusent de lever l'anonymat. Donc, en fait, ils font leur loi, leur propre loi. Il y a quand même heureusement, et l'Europe a d'ailleurs dégainé il y a quelques semaines en voulant réguler beaucoup plus ces choses-là. Ça va devenir indispensable parce que sinon, tu parlais tout à l'heure, Grégory, tu parlais de Second Life. Second Life donc a périclité parce que la technologie n'était pas prête, mais Second Life a continué d'exister. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Second Life a continué d'exister et a été en fait le ramassis de tous les tarés de la Terre. C'est-à-dire qu'il était utilisé par tous les pervers les plus cinglés de la Terre, etc. Donc, il a quand même continué à exister. Donc, si on ne veut pas que ça arrive au métaverse, eh bien, il faut une régulation, et une régulation mondiale, pas simplement européenne ou française. Ouais, ça, ce sera pas évident, mais je suis d'accord avec toi que ça devrait avancer. Pour revenir sur justement la vision balancée des choses, est-ce que demain, une jeune fille ne préférera pas se promener dans le métavers parce qu'elle aura activé sa safe zone? Ils appellent ça la zone, ce que tu as décrit, c'est safe zone. Et donc, ça veut dire que ça lui garantit de ne pas être emmerdée, alors qu'en allant dans la rue, bah, il n'y a pas de safe zone en fait. Donc, voilà, ça fait partie des choses. Voilà. Et pour revenir de manière plus généraliste sur la question, est-ce qu'il y aura un dark metaverse? De toute façon, c'est un outil. Donc, de la même façon que tous les autres outils. Alors, j'envisageais. En gros, vous prenez un marteau, c'est un outil. Hein. Vous pouvez bâtir une cabane avec ou vous taper sur le doigt et vous faire très mal. Donc, c'est exactement pareil pour le métavers. Et donc, toutes les choses négatives qui existent dans la vraie vie existeront potentiellement dans le métavers, auront peut-être une plus grande facilité à être contrôlées s'il y a une volonté politique. J'en reviens effectivement à ce que tu disais. Une toute dernière question assez pratique. Grégory, tu proposais d'acheter un casque Oculus. Bon, une fois qu'on a le casque, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y installe des applications? Et Grégory, qu'est-ce que tu proposes au veto? Est-ce qu'il y a des choses plus intéressantes pour les vétos avec un casque Oculus? Question de Damien Médan. Oui, j'ai vu ça, Damien. Salut d'ailleurs. Je n'ai pas vu alors, dans les usages grand public, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, tu te précipites pour acheter un casque Oculus, tu le mets. Je ne pense pas que tu vas accéder à quelque chose d'intéressant au sens vétérinaire précis du terme. Les choses qui existent, comme on a vu les démos de réalité virtuelle ou des choses comme ça qui sont vraiment métiers, elles sont pour l'instant des privées, quoi. Elles sont pas accessibles au grand public. Après, je pense, et Erwan, je pense que tu compléteras, je pense que dans un premier temps, avant de se précipiter vers l'usage métier, c'est juste l'usage tout court, quoi. C'est-à-dire que je sais pas si Vincent Daté est inscrit, mais on s'est retrouvé à faire une partie de ping-pong. Enfin, je l'ai vu faire une partie de ping-pong avec un truc de réalité virtuelle et commencer par faire des choses comme ça, quoi, en fait. Voilà, jouer au ping-pong,
à la balle, à n'importe quoi, ou visiter, comme tu disais, Erwan, aller sous l'eau, aller dans l'espace, aller… Et moi, j'ai vu là, ce que tu décrivais, hein, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, la première fois, chez certaines personnes, ça peut être très fort. Et moi, j'ai vu une personne, je lui mets ça sur la tête pour lui montrer. Et en fait, elle s'est tout de suite assise par terre parce que c'était trop, trop perturbant. Donc, je pense que, voilà, avant d'aller vers du pro qui n'est pas accessible pour l'instant, sauf à être dans des programmes académiques où il y a des choses qui commencent à exister, juste un usage basico-basique qui est déjà très intéressant. Et je voudrais peut-être compléter sur deux usages, moi, que j'utilise beaucoup et qui sont absolument enthousiasmants, le tourisme et la culture. Vous pouvez voyager à travers le monde avec votre casque et vous allez avoir des angles de vue, évidemment, à 360 degrés de la Terre, du ciel, etc., puisque tout est filmé par des drones, etc. Donc, vous allez avoir une expérience immersive que vous n'auriez jamais d'ailleurs dans le réel. Donc, vous avez vraiment un plus. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne va pas vous donner envie de ne plus bouger, de rester chez vous. Ça va même être l'inverse. Ça va vous donner envie d'aller découvrir le réel. Même chose avec la culture et les musées. Moi, j'utilise mon casque beaucoup pour aller me promener dans les musées. Et ça me donne qu'une envie, c'est d'aller après au Louvre ou d'aller au MoMA ou je ne sais où. Donc, il faut encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, avec des expériences immersives qui sont complémentaires, qui sont à valeur ajoutée, et ça, c'est vraiment assez bluffant. Un dernier exemple, il y a quelques jours, là, j'ai grimpé une montagne, là, je ne sais où, à travers le monde. L'immersion était extraordinaire, extraordinaire, vraiment. Je peux vous dire que c'était tellement proche de la réalité, et tellement impactant que j'avais les larmes aux yeux, tellement l'expérience était assez fabuleuse. Donc c'est aussi cela, le métaverse. Encore une fois, étant donné que le pire côtoie le meilleur, il faut garder le meilleur et se prémunir du pire. Oui. Et j'ajoute une chose, là, on peut supposer qu'on va donner naissance à quelques acheteurs de ce genre de joujoux. Là, on en parle comme d'une expérience solitaire, entre guillemets, pour l'instant. Mais pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est de mettre ça quelque part, que quelqu'un qui a aussi ce casque-là le mette aussi, et du coup, on peut se rencontrer. Là, on a parlé d'aller visiter des choses, mais alors, ça dépend des types de métavers. Sur des visites de musée, je ne pense pas qu'on puisse, par exemple, tous les deux aller dans la même salle au Louvre, mais il y a en tout cas des endroits où des types de métavers où on pourrait se rencontrer ou alors regarder la même chose ensemble. Par exemple, je pense à la possibilité d'assister à des événements culturels, artistiques, des concerts, des matchs, en fait. Donc, autant vous dire que ma soif de voir des matchs de rugby n'est pas finie de s'étancher si on peut aller dans tous les stades du monde sans même avoir à se déplacer. Mais par contre, ça pourrait vouloir dire que je peux dire, tiens, on se donne rendez-vous au siège 12B et 12C, et puis on va être côte à côte. Et quand on tournera la tête, du coup, on verra l'avatar de l'autre, en fait. Donc, ça veut dire que les sensations qui sont assez intéressantes déjà en individuel peuvent être démultipliées si elles sont faites à plusieurs personnes qui se retrouvent dans des endroits dans le métavers. Et pour compléter par rapport à la deuxième question de Nathalie, est-ce qu'on achète en fait des programmes en plus? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui sont gratuites. Donc, on peut déjà énormément s'amuser. Vous achetez le casque. Alors, je ne veux pas faire encore de la pub pour eux parce qu'on les a beaucoup cités, mais c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix du moment. C'est vrai que c'est eux, pour la petite histoire, en fait, Zuckerberg a produit quasiment à coût nul, hein, parce qu'il considère que son modèle économique, il ne fera pas de l'argent sur le hardware, sur les casques, il fera de l'argent sur le software. Donc, vous achetez le casque, vous pouvez déjà vous amuser très largement sans rien dépenser d'autre. Et puis après, effectivement, il y a des logiciels en fait que vous pouvez acheter. Alors, ça se développe jour après jour. Il y a le gaming pur, mais il y a aussi, je sais pas, il y a National Geographic qui a son propre software. Enfin, il y en a évidemment des dizaines de milliers. Donc voilà, à chacun de naviguer voilà, en fonction de ses envies. Compléter aussi une chose, toujours sur en tout cas les réalités virtuelles, puisque les métavers. Donc là, on parle de visiter des choses, d'aller à des endroits. Mais en fait, en mettant ce casque-là, il existe maintenant des solutions qui commencent à être à peu près matures où
Donc là, moi, je suis chez moi et devant moi, j'ai mon ordinateur physique, en fait, un vrai que je peux toucher là, qui bouge un peu d'ailleurs, vous voyez. Demain, je mets ce casque sur la tête et je peux faire apparaître devant moi un ordinateur qui n'existe pas, en fait, qui est virtualisé, comme je vous parlais de virtualisation du vivant, sur lequel je pourrais taper avec mes petits doigts et qui fonctionnerait. Donc, ça veut dire qu'on arrive à… Je vous ai parlé de virtualisation du vivant parce que le sujet était la santé et le vivant, mais la virtualisation des objets marche très, très bien aussi. Voilà. Ah oui, ah oui, c'est même aujourd'hui, hein. Moi, je le fais, moi, Oui, oui. j'envoie mes mails avec mon casque, mais encore une fois, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans le casque. Mais les perspectives sont vraiment enthousiasmantes, illimitées. Les risques sont aussi là, et c'est toujours la même chose. Et c'est pareil avec la compréhension du cerveau. Plus on sera en capacité de comprendre et plus on sera en capacité de déjouer les risques éventuels. Donc, il ne faut pas faire l'autruche. Au contraire, il faut essayer de comprendre, s'intéresser et peser. C'est aussi notre rôle de citoyen, c'est aussi notre rôle de papa, de maman, au passage, parce qu'il est inutile de vous dire que ça va poser un certain nombre de questions, hein, si nos petits sont du matin au soir avec des casques de réalité virtuelle, avant que leur cerveau soit mature. Là, ça va, on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai sujet. Donc, à nous de nous emparer de tout cela, sans adoration, sans diabolisation, en essayant de comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions, Annick, qui restent, ou Charlotte peut-être? Une question qui est très simple, à laquelle tu vas pouvoir répondre assez vite. On vous demande si vous serez à Vivatech. Alors, je vous rappelle que Vivatech commence demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, porte de Versailles. Je pense qu'on va y voir pas mal de choses. Je sais que Grégory, tu y seras. Oh, bah, toi aussi. Donc, on s'y retrouve. Donc, Moi, j'y suis dès demain. Il y avait une dernière question de Christophe Magot qui demande le lien entre métavers et crypto. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant. Enfin, voilà, on l'avait dans la préparation, on en avait parlé. Donc, je trouve que c'est intéressant que vous fassiez un petit point sur ce sujet particulier. Ce sera, en fait, les cryptos seront la monnaie numérique en fait, qui sera utilisée sur le métaverse. Encore une fois, et l'actualité d'ailleurs est relativement chargée, hein, quand vous regardez l'actualité des cryptos depuis quelques semaines. Je vais peut-être te passer je vais te passer la parole, Grégory, parce que c'est bien compliqué d'imaginer ce qui va bien pouvoir se passer. Et dans les cryptos, là aussi, il va y avoir un sacré ménage. Il y a une crypto qui s'appelle Terra Luna, par exemple, qui a perdu l'entièreté de sa valeur en quelques heures. Bon, tout cela reste encore à organiser, on va dire. Ouais, les cryptos, donc je pense que je l'avais dit de la manière la plus simple possible, probablement simpliste, parce qu'effectivement, il y a eu des remarques dans le chat parlant de la blockchain. Alors, on a choisi de ne pas aller aussi loin que ça, mais on peut le citer. Donc, les cryptos sont juste les monnaies de transaction dans les univers virtuels. Alors, on dit les cryptos parce qu'en fait, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui sont plus solides que d'autres, il y en a qui sont plus volatiles que d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont adossées à des vraies monnaies, comme le dollar, par exemple. Donc, ça veut dire qu'elles ne vont pas bouger, elles vont rester sur ça. Il y en a d'autres qui ont leur propre volatilité, et ça veut dire que là, ça peut faire du haut et du bas dans les deux sens. Alors, on parle souvent quand c'est très haut et très bas, mais il se passe des choses entre les deux. Et également, pour aborder le sujet de la blockchain, là aussi, pour essayer d'être simple, pour que ce soit compréhensible, ce sont des processus de validation de la circulation de l'info, alors dans les métavers ou pas dans les métavers, mais en l'occurrence, quand il s'agit de crypto-monnaie, il y a ce genre de process, et ça permet juste de dire, admettons, Charlotte et moi, on est dans le métavers, là, on est face à face, comme on est un peu là avec nos écrans. Et je lui dis, tiens, Charlotte, je t'achèterais bien ça. Admettons un truc que je vais acheter. En échange de ce qu'elle va me donner, qui sera un objet virtuel, je vais lui donner une certaine quantité de crypto. Et la transaction, dans le monde réel, je lui aurais fait un virement, peut-être. Et la banque aurait enregistré le virement et aurait dit, oui, il y a bien Grégory Saint-Aner qui a donné de l'argent, telle somme, à Charlotte Sandré. Dans le monde numérique, on va dire, ça peut être un échange de crypto-monnaies qui va être validé numériquement par des systèmes de blockchain. Voilà, je l'ai fait volontairement très simple, mais pour que tout le monde puisse comprendre. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un compte, on ait tous un compte avec des cryptos à un moment. Ça veut dire qu'il faut qu'on achète des cryptos à un moment. Pour information, je crois qu'on est à
15% des 35 ans et moins qui ont déjà un compte avec des cryptos, en fait. Oui, avec des pertes énormes depuis 3 mois. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est que prenons le Bitcoin, qui est en plus pas du tout la plus spéculative, mais qui est la plus répandue et la plus connue. Le Bitcoin, il est parti à quelques dollars il y a bien des années. Il est monté à 60 000 euros il y a quelques mois. Il est à 20 000 aujourd'hui. Il a divisé par 3 en quelques mois. Il y a un vrai enjeu aussi derrière les cryptos de régulation mondiale. C'est pour ça que les autorités, les banques centrales, par exemple la Banque centrale européenne, travaillent à la création d'un euro numérique parce que les cryptos sauvages qui viennent du privé, ça peut à la limite aller quand le monde va bien. Parce qu'au pire, bon, bah, quelques spéculateurs perdront un peu d'argent. Mais quand on se retrouve dans un monde où il y a des menaces de guerre à nos portes, où il y a un besoin d'être mieux protégé, rassuré, etc., il est grand temps que les autorités de régulation nationales, les banques centrales, etc., mettent de l'ordre. Parce que sinon, vous savez, alors dans notre pays, peut-être moins, mais dans beaucoup d'autres pays, notamment aux États-Unis, les marchés boursiers font figure de retraite pour les personnes âgées. Donc, imaginez qu'une personne âgée avait tout mis en Terra Luna, en crypto Terra Luna il y a quelques mois, eh bien, elle se réveille le lendemain matin, elle n'a plus rien. Oui, Donc, oui, attention. tout à fait. Et après, il existe pour ceux qui veulent pas trop de problématiques. Alors, je vois Antoine Lacouture dans le chat là, qui a l'air d'être très crypto, qui dit 8% des Français en tout qui auraient des cryptos. Voilà, alors, selon les tranches d'âge, forcément, c'est changé. Je pense que sur les cryptos, effectivement, je pense que c'est toujours pareil. Si vous prenez ça, vous prenez pas beaucoup d'engagement. Ouvrir un petit compte où vous mettez même 100 euros de crypto, juste pour comprendre comment ça marche, est quelque chose de probablement intéressant. Moi-même, je ne l'ai pas fait parce que je suis à la bourre, mais suite à la préparation de la conf, ça y est, je vais y aller juste pour voir un peu et mettre les mains un peu dans le cambouis. Et après, effectivement, il y a plusieurs types de cryptos. Il y a des cryptos très volatiles et là, faut accepter de s'asseoir sur l'intégralité de la somme. Et il y a par contre des cryptos effectivement adossés à des monnaies d'État. Les États ont été malins. Il y a eu des tentatives en particulier de Facebook à l'époque qui a voulu créer via Libra une sorte de crypto-monnaie internationale. Et là, les bâtons dans les roues sont arrivés de toutes parts de la part des États qui se sont dit que si on laissait faire, ils allaient avoir une monnaie qui allait complètement leur échapper. Donc là, maintenant, ils sont revenus à des choses plus standardisées où ils essayent de créer eux-mêmes des crypto-monnaies stables adossées à l'euro, au dollar, au yuan pour les Chinois qui ont sorti ça là en début d'année et qui vont en fait permettre d'avoir des échanges numériques de la même qualité que les crypto-monnaies qui avaient un peu pris la place comme ça, mais tenues d'une certaine façon. Et effectivement, ce que dit Elodie dans le chat, le fait que ça permet de reprendre la main et le contrôle, ça c'est évident de la part des États. Ouais. Ok. C'est bon. Je crois qu'on a fait le tour des tous questions. Il est 22h14. Je crois on peut vous remercier. Je peux passer la main à Gauthier Oui, un grand merci à Erwan et Greg pour ces deux présentations super instructives qui donnent plein d'idées pour la suite. Et puis, c'est bien, pour une fois, on est un peu en avance. On a encore le temps de voir venir les choses et de s'y intéresser. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tout le monde d'avoir été présent. On vous donne rendez-vous à Numanima les 6 et 7 juillet à Nantes et puis au Forum Ergon les 13 et 14 octobre à Lyon. Bonne soirée à vous et puis n'hésitez pas à suivre les deux associations VetinTech et Ergon sur nos réseaux pour vous tenir informés de tout ça. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt.